Bienvenue à l'espace de l'art concret. Vous écoutez notre audio-guide autour de l'exposition Herman de Vries, Ma poésie et le monde. Je suis Justine, médiatrice culturelle à l'espace de l'art concret, et je vous accompagnerai tout au long de votre déambulation. Je vous donne rendez-vous au premier étage afin de commencer ensemble notre visite. Vous entrez ici dans l'exposition Herman de Vries, Ma poésie et le monde, dont le commissariat a été assuré par la directrice de l'espace de l'art concret, Fabienne Grasser-Fulcheri, et Anne Meuglin-Delcroix, professeure émérite de philosophie de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Anne Meuglin-Delcroix suit le travail d'Herman de Vries depuis plus de 40 ans et a publié plusieurs études sur son œuvre. Son expérience est ici très précieuse puisque l'exposition que vous allez traverser nous donnera à voir les liens que l'artiste tisse entre sa pratique artistique et sa pratique d'éditeur de livres d'artistes. L'artiste est en effet très attaché à l'importance du mot et à son sens, le voyant comme un intermédiaire entre l'homme et la nature, nécessaire oui, mais toujours à utiliser avec soin et parcimonie. Herman de Vries est né en 1931 à Alkmaar, aux Pays-Bas. Il vit et travaille à Eschno, en Allemagne. Il est biologiste pendant 16 ans au service des plantes de l'Institut de biologie appliquée de la ville de Arnhem, en Allemagne. Il débute en parallèle une carrière artistique à partir de 1950. Il se dirige vers l'art abstrait et s'intéresse à partir des années 70 à l'esthétique du monde végétal. En 1959, il fonde avec d'autres artistes néerlandais le groupe Nul, branche néerlandaise du groupe Zero, fondé en Allemagne. Herman de Vries met au service de l'art sa connaissance des plantes, leur diversité, leurs vertus médicinales, nutritives ou créatives. Au hasard de ses voyages, errances et promenades dans les paysages, il prélève des éléments de la nature, à partir desquels il réalise ses œuvres. L'exposition est organisée par thème et période. Nous entrons ainsi tout d'abord dans la première salle. Sont exposées ici des œuvres témoignant de l'attachement de Herman de Vries à la philosophie orientale et bouddhiste, et rappelant son appartenance au groupe Nul. En effet, nous débutons ici directement dans une partie assez complexe du travail d'Herman de Vries, parfaitement représentatif de sa personnalité, de ses réflexions et de son travail d'artiste. Ici, c'est le blanc qui fait foi. Le vide ou le blanc, considéré habituellement comme absence, a une définition bien plus complexe dans la pensée bouddhiste. Selon le bouddhisme, tout est en essence vacuité. La meilleure définition serait interdépendance. Toute chose dépend des autres pour exister. Interdépendant et donc vide d'existence propre. Pour expliciter ce concept, le livre Zéro, avant-garde internationale des années 50-60, nous donne cet exemple. Un miroir se reflète dans tous les miroirs. Tous les miroirs se reflètent dans un seul miroir. Le miroir n'a pas de caractère propre, il est vide en lui-même. De même, Herman de Vries se sert du blanc comme une possibilité infinie à remplir, prête à accueillir. La pensée bouddhiste et zen est mise en avant dès la première salle. En effet, son importance est primordiale dans le travail et la vie de Herman de Vries, à travers sa pensée du vide, mais également à travers sa façon d'aborder la nature et l'homme comme des présences impermanentes. Le blanc présent dans la première salle n'est pas sans rappeler le lien d'Herman de Vries au groupe Zéro, que nous retrouverons en grande partie dans la deuxième salle. Le groupe Nul est un mouvement artistique néerlandais fondé en 1960 par Jan Schoonhoven, Armando, Jan Erickse et Herman de Vries, en relation avec les mouvements d'avant-garde internationale. Nul est théoriquement très proche de Zéro, lui-même créé en 1958 et est à considérer comme une branche de celui-ci. Le groupe Zéro est à remettre dans un contexte historique d'après-guerre dans lequel l'art informel est devenu support de fixation idéologique.
Zéro a pour ambition de se démarquer de la génération artistique traumatisée par la guerre, représentée par des peintres informels et gestuels comme Pollock, pour ne citer que lui. Le groupe ne voit dans ce type de peinture informelle qu'une tentative de surmonter le chaos et la douleur du passé, et cherche au contraire à créer un nouveau mouvement, un nouveau type d'art informel, préservé de toute fixation idéologique, un territoire libre où retrouver une vision positive et de paix à travers l'art. À travers le rêve d'un système d'harmonie spirituelle, l'art zéro tend vers l'immatérialité et essaye de rendre tangible l'intangible, de s'approprier une totalité. En cela, la lumière a été utilisée comme un moyen de cette dématérialisation et le blanc intervient par essence comme le point culminant de cette lumière, étant à la fois une non-couleur et un tout. La promotion de la pureté et du blanc par zéro confirme l'influence de la philosophie bouddhiste déjà bien présente chez Hermann de Vries. Dans la continuité de la première salle, nous retrouvons ici des sculptures des années 60, de la période Groupe Nul, mais également une partie d'une série de tableaux nommés Random Objectivations. En 1962, Hermann de Vries crée ses premiers Random Objectivations, objectivations aléatoires en français, qui sont pour lui un moyen de revenir aux formes après avoir atteint le vide. Dans ce cadre, Hermann de Vries va utiliser le concept de chance dans le sens de probabilité, comme utilisé dans les expériences scientifiques. L'artiste se sert de son expérience de biologiste et des questions qui en découlent pour créer des visual informations, des œuvres d'art créées dans un contexte d'expérimentation scientifique strictement objective. En effet, allant plus loin que simplement réduire l'expression à son strict minimum, il éradique tout simplement l'expression subjective et personnelle pour privilégier le rassemblement du savoir scientifique, objectif par essence, dans une œuvre. Hermann de Vries est également toujours influencé par la pensée bouddhiste qui entretient une certaine méfiance envers l'ego. Grâce à la table 33 de Fisher et Yates, une table statistique pour la biologie, l'agriculture et la recherche médicale, Hermann de Vries transforme les questionnements purement scientifiques, comme la distribution et le nombre de sapins et leur âge par mètre carré, en une forme graphique. Comme pour un diagramme à barres, l'artiste attribue un élément visuel à une valeur x, y ou z. Dans ce contexte, le nombre x pourra par exemple être associé à une forme, une profondeur ou encore une épaisseur. Hermann de Vries écrit « Entre la vie, ici, et mon travail, je n'ai pas trouvé de contradiction. Au contraire, je les ai ressentis comme étroitement liés, parce qu'il m'est apparu clairement que même les lois régissent le travail et la vie. Ce que j'ai fait dans des dessins était visible dans le paysage autour de moi. » L'association ici avec la nature paraît assez surprenante car, bien que les probabilités de la table soient liées à cette nature, les formes géométriques et les lignes obtenues par l'application des formules mathématiques ne font en aucun cas penser à des formes organiques ou naturelles. Selon Hermann de Vries, il n'y a pas de contradiction entre son travail et la nature, ce qu'il dessine est visible dans le paysage autour de lui. Le hasard n'est pas seulement quelque chose que l'on peut quantifier grâce à des constantes mathématiques et lois élaborées par la science, mais il est le mouvement même des transformations infinies de la nature. Ambulo ergo sum. Notre chemin nous mène vers une troisième et quatrième salle qui viennent montrer la partie la plus importante du travail de Hermann de Vries. L'œuvre d'Hermann de Vries présente des fragments de la nature collectés puis restitués en l'état dans un lieu autre, mais aussi des interventions in situ se révélant dans leur contexte naturel où la marche est nécessaire pour accéder au site investi par l'artiste. Hermann de Vries dit ne pas aimer le land art, qu'il voit comme un simple transfert d'œuvres du musée dans la nature. Or pour l'artiste, nature est art et n'a pas besoin d'être embellie.
On observe au cœur de son travail l'utilisation d'une diversité d'éléments qui sont le reflet d'une admiration et d'une contemplation quotidienne de la nature. En 1978, Herman de Vries commence une collecte systématique d'échantillons de terre et constitue un musée de terre, plus de 7000 échantillons à ce jour, et frottis de terre sur papier. Il entreprend également en 1984 de collecter dans le monde entier 2000 spécimens de plantes et note pour chacune les liens qu'elle entretient ou du moins entretenait avec l'humain. L'artiste explique que nous avons perdu les connaissances des plantes et par conséquent notre relation avec nos fondements. As a child, I lived in North Holland. There was the sea, there were the dunes. I was smelling. You hear the gulls flying over. You hear the sound of the waves on the beach. Sometimes I fell in a small trance, and there was no difference anymore between me and the place where I was. That's an important experience I had as a child, and it continued me during my life till now. And now I need this experience to be inside the nature. I need it for my work. I need it for my being. That's my existence. This connection is necessary, and perhaps this is necessary for everybody. En 1979, alors qu'il habite à Echno, en Allemagne, l'artiste prélève un bout de prairie près de chez lui. Il inventorie ainsi chaque élément de la parcelle et les déploie comme des entités distinctes. En effet, dans cette œuvre, qu'il nomme 16 décimètres carrés, Herman de Vries décide de ne pas écrire les espèces de chaque plante. Pour lui, chaque pousse trouvé possède sa singularité, et il n'y a pas lieu de la désigner par son nom scientifique commun. Il écrit en revanche pour chaque plante le lieu où il l'a trouvée et répertorie sa position sur un quadrillage précis de la parcelle de terre visible ici en vitrine. Vous avez probablement senti l'odeur de la lavande depuis votre entrée dans l'exposition. La suite de la visite nous mène en effet face à un parterre de lavande, une réactivation d'une pièce qu'Herman de Vries créée en 1991, lors de sa première exposition à l'Espace de l'Art Concret. En effet, dans les années 70, Sibylle Albers découvre les œuvres d'Herman de Vries à Amsterdam. Elle y achète à cette occasion sa première œuvre de l'artiste, auxquelles s'ajouteront par la suite 2 reliefs de la période 0. Herman de Vries découvre les Alpes-Maritimes dès les années 50 et lorsque, en 91, il séjourne à Montsartou, c'est l'occasion d'une résidence d'artiste à l'EAC, effectuée en préparation de l'exposition monographique Terre, Vie, Poésie, organisée dans la galerie du château. L'artiste vient pour la première fois à Digne-les-Bains en 99, sur une invitation du Cairn Centre d'Art. Il explore ainsi le territoire de la réserve géologique de Haute-Provence en réalisant ses premières collectes pour les frottages de terre. Depuis ce jour, Herman de Vries revient régulièrement à Digne en réalisant des œuvres autant dans le musée que dans le géoparc de Haute-Provence, comme le sanctuaire de Rocherousse. La plus grande partie de la collection de terre de Herman de Vries se trouve actuellement à Digne. Nous continuons notre parcours et tombons nez à nez avec un coffre en bois, un artefact et non plus une collecte de la nature. À partir de 1969, Herman de Vries effectue plusieurs voyages en Inde et en Orient. Il travaille à partir de ce moment à la recherche de relations nouvelles avec la nature, convaincu que la vie, l'art et la science sont liés. Il peut être surprenant de tout à coup se retrouver face à une collecte d'artefacts au milieu des échantillons de nature. Dans la prochaine salle, nous pouvons remarquer la présence d'une collecte de coupelles d'argile et de graines comestibles, mais également de canettes désormais abîmées. Une partie du travail de Herman de Vries concerne ces objets, fabriqués par l'homme, abandonnés, ramassés dans la nature puis transformés par elle. Ces artefacts sont rendus à la nature, repris. La nature ne laisse rien à l'extérieur, elle enveloppe tout, même l'inanimé.
Un jour, elle finira aussi par absorber le sanctuaire qui lui a été dédié et toutes les traces disséminées par Herman de Vries dans la réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Le film présenté dans la salle suivante se nomme « Le sommet des philosophes ». Herman de Vries choisit un endroit dans le parc des Alpes de Haute-Provence et grave sur les rochers les noms de plusieurs philosophes, mais aussi artistes, ainsi que le mot « réo », signifiant « réalité ». 12 personnes dont Herman de Vries a apprécié la philosophie sont ici liées par le réo, la réalité, celle qu'ils ont toujours tenté d'atteindre, autour de laquelle ils ont tourné, sans jamais y parvenir. Un mot ressort cependant, la cohérence. C'est à la fois l'importance de toujours rester fidèle à ses idées et ses valeurs, mais c'est également l'unité, le lien entre toutes ces références. To be always to be. Gedrukt in Kathmandu. To be all. To be to be. To be all. All to be to be. All to be. To be ways. Ways to be. Ways to be happy. Dans la dernière salle de l'exposition, chaque vitrine correspond à l'expression d'une partie des pensées et du travail d'Herman de Vries. Au-delà des sujets comme le groupe zéro et le rapport de l'artiste à la nature et aux choses mêmes, l'exposition met également en avant l'importance du langage et l'idée de la joie. Dès 1956, Herman de Vries, opposé à toute forme de hiérarchie, bannit la majuscule de son vocabulaire. L'artiste a un rapport particulier au langage. En effet, le langage est un intermédiaire de notre rapport au monde, qui empêche le rapport direct aux choses mêmes. Faisant suite à son attrait pour le blanc et pour le vide, le travail textuel nommé Asiatische and Eschenauer nous donne à voir des textes, parfois écrits par la nature elle-même, parfois démontrant les limites du langage. Herman de Vries reprend ainsi une phrase du philosophe Wittgenstein. « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire », et décide de l'effacer complètement. L'artiste prône ici un silence nécessaire, celui qui fait taire la parole et non pas celui que la parole laisse derrière elle. C'est l'intermédiaire de l'idée de Wittgenstein qui est effacée, cette écriture qui, parce qu'elle est tue, peut véritablement laisser apparaître l'inexprimable. Écoutons Anne Meuglin-Delcroix. Le rapport à la philosophie, bon, moi je suis philosophe de formation, je l'ai dit, mais Herman a aussi une fréquentation des philosophes, au fond, tout au long de son existence et de son travail d'artiste. Simplement, il a une explication avec la philosophie, en particulier avec Wittgenstein, qu'il a accompagné toute sa carrière, mais qu'il discute. Il discute son dogmatisme, son logicisme. Et au fond, le débat d'Herman avec la philosophie, c'est comment faire en sorte qu'on n'oublie pas l'expérience. Les philosophes, ont comme Descartes, ont mis en avant les idées, le concept, le langage, et Herman se sent beaucoup plus proche d'un Gassendi par exemple qui défend devant Descartes le droit de l'expérience, de la connaissance par les sens. À travers son intérêt pour le langage, Herman de Vries s'intéresse notamment à la poésie concrète et écrit « My poetry is the world » en 1973. Ma poésie est le monde est en quelque sorte le manifeste de Herman de Vries qu'il reprendra par la suite dans toutes ses œuvres. Dans ce texte, l'artiste explique que ce n'est pas le poète qui fait la poésie, mais le monde, et que le poète n'est un poète que parce qu'il appartient au monde. La poésie est la vie même. Herman de Vries se sert par ailleurs de la poésie concrète afin de désarticuler les mots et de rendre une œuvre textuelle totalement visuelle et spatiale. Nous terminons ainsi l'exposition par une vitrine nommée « La joie ». Pour l'artiste, ce sont certains moments d'adhésion à la nature, ce n'est pas un état, ce n'est pas le bonheur, cela pourrait être défini comme un élan intérieur, un accès de joie et d'optimisme. Mijn poëzie is de wereld. Ik schrijf haar elke dag. Ik schrijf haar elke dag nieuw.
Ik zie haar elke dag. Ik lees haar elke dag. Ik eet haar elke dag. Ik slaap haar elke dag. De wereld is mijn kans. Zij verandert me elke dag. Mijn kans is mijn poëzie. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre écoute tout au long de ce parcours autour de l'exposition Herman de Vries, Ma poésie et le monde. Tout au long de cet audio-guide, vous avez entendu des extraits du travail d'Herman de Vries ainsi que certaines de ses prises de parole. Vous pourrez trouver plus de détails sur l'artiste et son travail dans les nombreux livres de la boutique.